Depuis presque 5 ans, le marché du PC est en chute libre. Des paliers de progression difficiles à franchir malgré de violentes hausses de prix, des composants qui n'évoluent plus trop physiquement mais surtout grâce à des améliorations logicielles, sans parler des pseudo-pénuries et situations de crise de plus en plus régulières. En presque 10 ans de contenu sur cette chaîne, on n'a jamais été dans une situation aussi désastreuse. On nous vend de l'IA pour gagner des FPS, mais cette même IA demande tellement de mémoire qu'elle fait exploser tous les prix du marché. Certains adoptent ces nouvelles technologies les bras grands ouverts, alors que d'autres s'y opposent fermement. Ma vraie question pour vous, pour un PC valant 2000 €, est-ce que vous préférez une image en 4K native à 60 FPS ou une image fake remplie d'IA mais à 200 FPS? L'IA et le software sont-ils réellement une solution aux limites hardware ou juste une énorme escroquerie pour payer plus cher pour du maquillage de performance? Autrefois, le seul moyen pour jouer aux derniers jeux les plus gourmands, c'était d'avoir le PC dernier cri avec les composants les plus gros. Mais aujourd'hui, d'autres solutions existent. Le cloud, par exemple, qui offre la possibilité de jouer à pratiquement tous les jeux, même sur des petites machines tant qu'on a une connexion Internet potable. Et encore une fois, bien que ce service soit apprécié par un grand nombre de personnes, il ne fait pas l'unanimité car beaucoup n'apprécient guère l'idée de ne pas posséder leur propre machine. Mais devinez quoi, il y a de fortes chances pour que d'ici une dizaine d'années, vous n'ayez plus vraiment le choix. De jour en jour, nos PC perdent la liberté qu'ils offraient et risquent un jour de devenir des boîtes remplies de technologies mais pratiquement vides d'hardware. Pas nécessairement à cause du cloud, mais parce que l'amélioration software couplée à de l'IA risque de devenir ce vers quoi les fabricants se tourneront entièrement. En tout cas, je pense sincèrement que c'est ce vers quoi on va, mais ça ne veut pas dire pour autant que je le souhaite. J'ai monté mon premier PC à l'âge de 14 ans, j'en ai monté des tonnes depuis, et j'aime le fait d'avoir ma propre config personnalisable dans mon setup. Et c'est d'ailleurs ce qui nous emmène au sponsor de cette vidéo, qui n'est autre que Corsair. Ce boîtier ne vous est peut-être pas inconnu puisqu'il s'agit de l'un des plus grands succès de Corsair, le Frame 4000D, un boîtier ultra modulaire qui est à présent disponible en version RS et RS Wood. Il offre non seulement une grosse flexibilité dans le placement des ventilateurs, et malgré sa petite taille, il est possible d'y intégrer du 120 et 140 mm. Notez qu'il en intègre déjà 4, 3 à l'avant et 1 à l'arrière. La modularité, c'est le plus gros atout du Frame 4000D. Et cette nouvelle version apporte avec elle non pas uniquement 4 ventilateurs et une façade en bois, mais toute une flopée d'accessoires qui sont également compatibles avec la version déjà existante. Plusieurs façades avec des designs très différents, à vous de voir si vous voulez privilégier l'airflow ou le style, un cache à lime interchangeable qu'on peut même décider de remplacer par des ventilateurs pour un meilleur airflow du GPU, et si le plateau de la carte mère ne vous plaît pas, lui aussi vous pouvez le remplacer. Pour certains, ça peut paraître un détail inutile, mais pour les plus pointilleux, c'est une subtilité plutôt appréciable, voire même pratique, en fonction de ce que vous allez mettre dessus. Et pour les façades, on est sur du vrai bois. Pas une simple imitation ou de la peinture. Même la I/O panel à l'avant est remplaçable pour avoir un bouton RGB. C'est pas beau ça? Le boîtier existe en 2 coloris, noir et blanc, et comme Corsair propose un configurateur pour le concevoir entièrement à votre sauce, il est possible de le prendre en couleur unie ou de mélanger les deux. Pour les intéressés, vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo. Moi je remercie Corsair de l'avoir sponsorisé. Si vous voulez en savoir davantage sur ce boîtier, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire ID2, et sur ça, on retourne au sujet principal. J'ai mis du temps et de l'énergie dans cette vidéo, donc si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Le 1er septembre 2020, Nvidia annonce au grand public sa nouvelle génération de cartes graphiques sous l'architecture Ampere, la RTX 3000. La marque présente cette série comme le plus grand bond générationnel avec des performances entre 60 et 70% plus puissantes que les 2000. Sur papier, ça vend du rêve. Mais ces chiffres sont rapidement démentis par les testeurs et selon certains, les benchmarks d'Nvidia seraient même volontairement truqués pour faire croire à un écart de performance bien plus élevé qu'il ne l'est réellement. En réalité, le plus gros bond entre 2 générations a eu lieu 3 ans plus tôt, lors de la sortie des GTX 1000, avec 30 à 60% de performance native en plus que la série 900. Depuis, on observe souvent un gain bien moins exponentiel. Seulement 20 à 35% de performance entre le GTX 1000 et RTX 2000, une remontée de 30 à 50% entre la série 2000 et 3000, 30 à 60% entre les 3000 et 4000, et seulement 20 à 35% entre la série 4000 et 5000. Pourtant, les FPS ne cessent d'augmenter de manière très conséquente, et jouer en 4K 60 FPS n'a jamais été aussi accessible, même pour les cartes milieu de gamme. À chaque fois qu'Nvidia annonce une nouvelle génération, la marque nous sort des chiffres toujours plus gros, alors que finalement, les cartes n'évoluent pas tellement que ça. Mais alors, où est l'arnaque? Autre exemple, Intel a récemment sorti des refreshs de ses processeurs Core Ultra 200, accompagnés d'un software nommé Intel Binary Optimization Tool. Il vient s'ajouter par-dessus pour, comme son nom l'indique, optimiser les performances. Et même si on n'est pas du tout sur une approche comme le DLSS par exemple qui utilise le deep learning, on est tout de même sur une optimisation qui utilise l'intelligence artificielle. Intel n'en est pas à son premier essai d'optimisation magique. Si on revient presque 10 ans en arrière, on retrouve Intel Optane et il y a de fortes chances pour que vous ne sachiez même pas ce que c'est. L'idée d'Optane était en quelque sorte de transformer un simple disque dur en un support de stockage presque aussi rapide qu'un SSD. À l'époque, les SSD, peu importe leur format, étaient extrêmement chers.
On se contentait très souvent d'un modèle faible capacité de stockage, 128 Go par exemple, et on le couplait à un disque dur bien plus conséquent. Le SSD accueillait le système d'exploitation et les logiciels les plus exigeants, et le HDD stockait tout le reste. Pour vous la faire simple, en couplant un disque dur d'1 Tera à Optane, vous obteniez l'équivalent d'un SSD de 1 Tera, plus ou moins, pour un prix bien plus abordable qu'un vrai SSD contenant la même capacité. Malheureusement, Optane n'a pas été adopté par le grand public, car c'était assez complexe pour les utilisateurs débutants, et parce que la communication dessus a été assez restreinte. Mais l'idée était bonne, et a prouvé encore une fois la magie de l'optimisation et du software, même si l'hardware n'y est jamais pour rien. Plus récemment, Google a dévoilé le TurboCount, un algorithme qui permet de diviser l'utilisation de la RAM par 6 pour les modèles IA, Nvidia qui a grandement amélioré sa compression de la VRAM, et Valve qui tente de sauver les petites cartes graphiques qui souffrent du manque de VRAM face aux gros jeux. Derrière toutes ces tentatives d'innovation visant à réduire les coûts, la taille et la quantité des composants, il y a toujours eu du software et aujourd'hui plus que jamais. Forcément, le software ne fait pas tout puisqu'il n'est à rien sans l'hardware et il en va de même dans l'autre sens. Le DLSS, le FSR et l'XESS ne sont pas juste des options activables dans les jeux. Ils fonctionnent parce que certains composants existent dans nos cartes graphiques et que nos processeurs et RAM interviennent également. Plus les années passent, plus les performances de nos PC et consoles s'enferment dans l'optimisation logicielle. Et même si je trouve ça fascinant, c'est en même temps très risqué pour le consommateur. Et je pense qu'une prochaine sortie de la part d'Nvidia pourra nous en dire beaucoup sur le futur du PC. Selon des rumeurs assez sérieuses en provenance de Board Channel, la marque s'apprête à faire revenir la RTX 3060 sur le marché pour contrer la pénurie. Attention, il n'y a pas eu d'annonce officielle venant d'Nvidia, mais ces rumeurs viennent de la chaîne d'approvisionnement et sont de plus en plus persistantes. Mais si cela venait à arriver, il y a peu de chances pour que cette 3060 Comeback Edition ait été repensée au goût du jour. Elle sortira comme elle est sortie en 2021, car la raison pour laquelle cette carte pourrait ressortir, c'est qu'elle est facile à produire et que cette production est parfaitement maîtrisée. Donc Nvidia se garantit un maximum de rentabilité. Même si c'est très critiquable de revendre une carte graphique 5 ans après sa sortie, et pas pour un prix modeste, j'en ai bien peur, il est vrai que pour ceux qui désirent se faire un PC et qui n'ont absolument pas les moyens de se payer une 5080 à 27 000 €, c'est mieux que rien. Sauf que il y a un très gros souci avec ça. Les jeux qui sortent depuis quelques années sont de plus en plus mal optimisés et le restent pendant longtemps, voire définitivement pour certains. C'est chose de plus en plus courante. Certains ne tournent pas bien sans un upscaling ou ne laissent tout simplement pas d'autre choix que de l'activer, et d'autres sont pensés pour jouer avec du ray tracing sans lequel ils deviennent moches. Après, il est normal que lorsqu'on désactive le ray tracing, le jeu paraisse moins beau, mais avant, on était totalement capable de faire de beaux jeux sans ray tracing. Donc la solution à tout ça serait tout simplement d'arrêter de pleurnicher et d'activer le ray tracing, le DLSS, le FSR. Ces améliorations devraient être une option, pas une nécessité et encore moins une obligation. D'autant plus quand cette même optimisation rend les anciens composants plus lents. Et ça, c'est pas mon petit doigt qui me l'a dit. Sur Reddit, beaucoup se plaignent de pertes de performance sur les RTX 2000 et 3000 à cause des dernières versions du DLSS. Et cette fois-ci, vous me direz, si ça marche pas, active pas. On vient d'en parler à l'instant, vous foutez de moi ou quoi? La plupart des gros titres aujourd'hui ont clairement besoin d'un upscaler pour tourner convenablement et encore plus sur des cartes entrée de gamme. Alors, imaginez avec une carte qui sort avec 5 ans de retard sur les autres. Quelle sera la vraie solution pour ceux qui achètent l'une de ces cartes en pensant pouvoir jouer au dernier jeu à plus de 15 FPS? Aller se faire voir et pleurer pour pisser moins? La plus grosse différence entre une console et un PC, c'est le non-choix des performances. Et donc, une optimisation unique pour chaque console. Là où côté PC, les combinaisons de composants sont très nombreuses et donc extrêmement difficiles à optimiser. Il est donc normal que le prix du PC défini par la gamme des composants choisis définissent également les performances qu'on aura en jeu. Mais il est anormal qu'un PC neuf acheté en Big 2026 ne permette pas de jouer convenablement à certains jeux, sauf en basse résolution et en qualité médiocre. Si payer une config à 800 balles ne suffit pas à faire tourner un jeu récent à plus de 40 voire 30 FPS, pourquoi rester sur PC alors qu'une console à un prix plus bas peut faire mieux? Et encore une fois, je ne vise même pas le manque de performance native d'un composant bas de gamme comme une 3060, je parle d'obsolescence progressive causée par l'amélioration software qui est de plus en plus imposée dans les jeux et qui sert généralement la cause des configs les plus récentes au détriment des plus anciennes. Je vais vous imaginer le truc de la manière la plus simple possible. Si je suis un grand fabricant de cartes graphiques et que je sors ma toute dernière carte graphique haut de gamme qui est censée être plus performante que celle d'avant puisqu'elle a des matériaux plus récents et en quantité plus généreuse, on va dire, pourquoi est-ce que par-dessus j'aurais besoin de rajouter une amélioration logicielle qui va booster davantage les performances de ma nouvelle carte qui vient de sortir mais qui va complètement détruire
détruire celle des précédentes. Petit A, parce que je suis une marque et que mon seul objectif, mon seul but est de faire du bénéfice sans me soucier du portefeuille du consommateur. Petit B, parce que je n'y ai pas pensé et que je suis complètement con. Évidemment, la bonne réponse est la A. Et c'est logique pour une marque de vouloir vendre toujours plus, de faire toujours plus de bénéfices sans trop se soucier de ce qui a été vendu il y a 4 ou 5 ans puisque ça ne leur apporte plus rien. Évidemment qu'il est logique qu'une config vieillisse, qu'elle ne performe pas éternellement, mais dans une situation comme celle-ci, une carte graphique va sortir en étant presque obsolète, et ça c'est illogique, c'est misérable. Bon, il y a une solution très simple à ça. Si cette carte ne correspond pas, il ne faut juste pas l'acheter. Mais si cette carte sort, c'est pour venir combler le trou laissé dans l'entrée de gamme par l'annulation de la 5050. Le consommateur avec un petit budget n'aura donc pas d'autre choix que d'acheter une carte qui a 5 ans, ou au pire d'aller voir du côté de l'occasion ou d'AMD. Bien entendu, on garde à l'esprit que cette sortie ne se base que sur des rumeurs, très crédibles certes, mais des rumeurs quand même, rien d'officiel pour l'instant. Mais si elles s'avèrent vraies, elle montre déjà qu'il y a un très gros problème dans ce marché, mais aussi que la manière dont il évolue est catastrophique. Qui aurait cru un jour, à part peut-être des experts, que l'IA allait tirer tellement de RAM que ça allait impacter non seulement le marché de la RAM, celui du SSD, mais aussi de la carte graphique, au point que ce même marché doive sortir des produits datant d'il y a plus de 5 ans pour exister encore, pour continuer à vendre. Soyons bien clairs, c'est pas Nvidia qui est en train de niquer le marché. Nvidia est juste en train de répondre à une demande, parce que de la carte graphique, il y a encore de la demande et eux doivent vendre, alors que eux de leur côté ne sont pas en mesure de pouvoir créer toutes les cartes graphiques qu'ils veulent en ce moment à cause du prix de la VRAM notamment. Et déjà qu'ils ne peuvent pas annoncer les 6000 au moment où ils l'auraient voulu, qu'ils ne peuvent plus produire autant de 5000 qu'ils le veulent, ils ne peuvent pas rester sans rien vendre, ce serait catastrophique pour une marque de ne rien vendre. Si les 6000 ne sont pas prévus avant 2028 voire 2029, que les stocks des 5000 s'écoulent, faut bien qu'Nvidia vende quelque chose. Qu'une carte entrée de gamme ayant plus de 5 ans ne fasse pas tourner au maximum tous les derniers jeux, c'est totalement normal. Mais qu'elle patine complètement dessus alors que même une PS5 qui a le même âge s'en sort sans problème pour le même tarif, c'est pas normal du tout. L'innovation est importante pour l'évolution, qu'elle soit software ou hardware. Personnellement, j'adore ça et c'est même ce qui me plaît le plus dans la tech et j'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve. Mais les choses avancent dans une direction qui risque de rendre les progrès précédents complètement à la ramasse d'une année à l'autre. On assiste à une phase très compliquée pour la tech, la crise prend de l'ampleur et les événements liés à la RAM ne font qu'empirer les choses, donc des actions comme celle-ci, on en voit de plus en plus et on va en voir bien d'autres. Comme par exemple le fait que certaines personnes doivent se rabattre sur de la DDR4 voire DDR3 pour monter leur PC, sauf que ce sont des normes qui disparaissent petit à petit et qui ne sont plus vraiment adaptées au marché actuel. L'évolution du PC se rapproche très rapidement d'un plafond de verre, la progression des composants est encore possible mais devient de plus en plus lente et coûteuse. Depuis début des années 2000, la baisse de consommation par transistor ne compense plus entièrement leur multiplication. Ça entraîne une hausse globale de la consommation et des contraintes thermiques. Des solutions existent, comme créer de nouvelles architectures de transistors, la spécialisation des puces, le stacking ou la fameuse optimisation logicielle qui est probablement ce qui montre le plus de résultats ces dernières années. On y retrouve l'upscaling, la réduction intelligente, la reconstruction, la compression, l'optimisation des algorithmes et encore bien d'autres. L'idée c'est de moins calculer pour mieux calculer et parfois de réutiliser un calcul pour obtenir plus de performance sans devoir en générer un nouveau, car moins calculer signifie moins d'exigences matérielles. Je suis d'une part inquiet, mais aussi intrigué par ce que le futur nous réserve. Est-ce que le software nous mènera un jour à une situation stable ou est-ce que cela nous conduira juste à payer plus pour finalement recevoir moins entre les mains? Est-ce que de nouvelles entreprises vont émerger avec des idées révolutionnaires à condition qu'elles ne se fassent pas couler par ceux qui dominent ce marché et ne veulent pas qu'on marche sur leur plate-bande? En tout cas, ce qui est certain, c'est que les choses vont bouger et ça a déjà commencé. Des marques vont tomber au profit d'autres marques. Certaines arriveront probablement à se renouveler et à s'adapter. Si le PC de demain ressemble à ça, une petite carte mère minuscule avec quelques ports USB, 2 ou 3 puces, et que ce soit suffisant pour tout faire tourner avec du DLSS, de l'IA, du FSR, peu importe, eh bien peut-être que des marques comme Corsair se lanceront dans des boîtiers super stylisés au micro-format comme celui-ci, et survivront pour faire en sorte que ces mini-PC nous plaisent malgré tout. Parce que c'est vrai que lui là, il est pas très beau, hein. On dirait un petit peu un Kinder Surprise avec ses couleurs. Et d'ailleurs encore un grand merci à Corsair d'avoir sponsorisé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous lâcher sur les likes et les partages. Sur ce, c'était Nico, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.